trop content d'être là parce qu'en vrai, c'est un lieu exceptionnel. On va pouvoir découvrir beaucoup de choses et on va se balader. Et pour ça, nous avons notre cher Gilsey qui est notre invité du jour. Quelqu'un de génial, souriant, cool, musclé, assez beau gosse, qui pratique la danse, le savoir, les voyages. Il est allé dans beaucoup d'endroits différents, il a fait de la pétanque, il a créé des sourires, il a créé beaucoup de choses. Et Gilsey, tu as accepté d'être là pour en prendre plein les mirettes. Pour avoir cette présentation, j'ai accepté. Voilà. Du coup, trop content que tu sois là. Bah pareil, je suis content d'être là. Enfin. Tu vas passer un bon moment, je te jure. C'est sûr, je vais me régaler. Et la personne qui va te faire passer un bon moment, c'est un peu notre créateur de bonheur à nous. Comme vous savez, dans la vie, il faut des ballons d'or, il faut des personnes qui maîtrisent leur sujet. Le football à Lionel Messi, le basket à LeBron James, le milieu de la médiation culturelle à Philippe, quoi. Je ne vais pas vous mentir, c'est un conférencier qui nous a suivis à peu près partout. Malheureusement, c'est un peu compliqué parce que pour lui demander une visite, il faut s'en prendre 6 ans à l'avance parce qu'il y a trop de demandes. Oui. Mais Philippe, notre conférencier incroyable, Philippe, comment ça va? T'as l'air très heureux d'être là. En vrai, je suis hyper heureux parce que c'est un endroit qui est magnifique en fait. Mais vraiment, tu vas voir, c'est un millefeuille d'histoire, c'est plein de peintures, plein de peintures de la Renaissance jusqu'à nos jours quasiment. C'est hyper beau, mais c'est un gros morceau. Hein. Je te cache pas que je suis un peu stress. Moi, je connais très peu. La dernière fois que j'y suis allé, en fait, j'avais 7 ans, je crois que j'étais tout petit. Mais du coup, je connais absolument rien. Et on s'est pris une sacrée claque. Avec Gilsey, on s'est un peu baladé devant. On s'est bien baladé là. On s'est bien baladé parce qu'en fait, on était un peu perdus. Et du coup, on a regardé et on s'est pris une claque. Donc, on a vraiment hâte. Ouais. Je crois qu'on va commencer dans les jardins, c'est ça? Là, on y est. On est en plein dans le parc, tu vois. Et en fait, on est dans un endroit qui a inspiré une chose qu'on n'a pas pu voir à Versailles, c'était le hameau de la Reine. Et en fait, on est là dans un hameau qui a été construit donc pour le prince de Condé et qui a inspiré ensuite celui de Marie-Antoinette. Cette question de la connexion à la nature, elle est très inscrite dans le XVIIIe siècle. C'est l'époque de Rousseau, ça c'est un truc qu'on étudie quand on est au lycée. Oui. Le bon sauvage, ça nous parle en général, le mythe du bon sauvage. Ici, on touche à ça en fait. L'homme de la nature, l'homme de la terre, c'est celui qui a raison en fait. Mais j'avoue que c'est un endroit qui semble très reculé. Tu sais, comparé à lorsqu'on voyait dans les jardins du château de Versailles, qui étaient très connectés. Ouais. Genre là, ça a l'air. Et parce qu'à Versailles, on a vu une toute petite partie. Ouais, tu vois. Et ici, tu vas reconnaître des choses qu'on a vues à Versailles. Enfin, que toi, tu vas découvrir. Ouais. C'est la manière de penser un paysage entier. Enfin, le nôtre a dessiné ici le premier jardin. Après, c'était complètement refait au 19e siècle parce que ça avait été abandonné pendant la Révolution. Okay. Mais donc, quand c'est refait donc ce qu'on appelle un parc à l'anglaise, ou ce que moi j'appelle le jardin pittoresque. Il faut que ça rappelle des peintures. Il faut que ça fasse rêver comme sur une peinture. Après, on va discuter avec le responsable des jardins, il me semble. Du parc et jardin, ouais. Attends, mais c'est le maître des lieux, par contre. Faites un plan sur le jardinier, c'est vraiment. S'il vous plaît, un plan sur le jardinier, c'est le maître des lieux, c'est lui. Il attend sa pied ferme. Mais attends, mais c'est un boss d'Elden Ring. Il est là. Bonjour. On a le droit de marcher sur la pelouse, c'est bon? Là, oui. Bonsoir, Philippe. Enchanté, bienvenue à Chantilly. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Du coup, Thierry, c'est quoi votre rôle ici Alors, je suis le responsable des parcs et jardins du domaine de Chantilly. J'ai un périmètre de 280 hectares avec 15 jardiniers permanents. Vous êtes 15 pour 280 hectares? Oui, tout à fait. Et donc, ça comprend dans les 280 hectares, on a environ 120 hectares de forêt, une centaine d'hectares de jardins, pur jardin, et puis une quarantaine d'hectares, de plans d'eau. Qui caractérise en fait Chantilly, parce que parler des jardins de Chantilly sans parler de l'eau, on ne peut pas parler de Chantilly en fait. Au XVIIe siècle, Chantilly, c'est 300 jardiniers. Ouais, 300, ok. 300 jardiniers. Mais vous avez par exemple aujourd'hui sur le parterre à la française, les fleurissements qui existaient au XVIIe siècle ont disparu avec la restauration du duc d'Aumale au XIXe siècle. Okay. Vous aviez sur ces bandes enherbées, là, la petite bande qui est entre le passe-pied, qui surligne en fait la géométrie des pelouses. De l'autre côté, entre les grandes allées et cette petite allée minérale, vous aviez de l'artopierre, des plantations de bulbes, des plantations de vivaces sur ces 30 000 mètres carrés que vous avez face à vous. Aujourd'hui, alors je ne veux pas vous dire que c'est plus simple à entretenir. C'est pas vrai parce que il n'y a plus utilisation de phytosanitaires. Vous savez, on est en zéro phyto à Chantilly. Ouais. On est en gestion durable, c'est-à-dire qu'on essaye de se rapprocher de plus en plus du respect des écosystèmes, de la protection des berges, de la gestion animalière, surtout les auxiliaires de nature.
en relation avec les jardins, etc. Donc on fait très attention à ça. Donc c'est une gestion qui est différente. La manière dans laquelle c'est agencé, c'est exactement le même agencement d'époque, tout a été changé. Tout à fait. Alors, la modification qui a été faite en 2009 par la Fondation Lagacan, c'est par exemple les voliges en acier que vous apercevez pour faire la délimitation entre le minéral et le végétal. Ah oui, mais sinon c'est à l'identique du XVIIe siècle du créateur, c'est-à-dire d'André Le Nôtre. En fait, c'est fou de se dire qu'au XVIIIe siècle, toutes les précautions et choses qui étaient mises en place, elles sont clairement pas déconnantes quand on parle à notre époque. L'agencement, pour moi, ils sont hyper modernes. Je me balade, je vois ça. Ouais. Après, c'est toujours pareil avec la notion d'esthétisme. Il y a des choses, il y a vraiment des codes qu'on a gardés. C'est aussi parce que quand le nôtre met en place le jardin à la française, ça a notre code du jardin en fait aujourd'hui. C'est très compliqué. Enfin, voilà, ça n'a pas changé. C'est notre référence. Tous les bassins que vous voyez là, ils sont tous reliés entre eux par un système de trop-plein et de vidange. Et tout ça repart à la rivière dans laquelle nous pompons cette eau. Et ça depuis le XVIIe siècle. Ah, ils pensaient déjà à ça à l'époque, ok. Voilà, parce que parallèlement, il est en train de monter le jardin de Versailles. À Versailles, dans l'histoire, si vous prenez les livres d'histoire, vous apercevez qu'on a tué des milliers d'hommes pour amener quelques litres d'eau pour faire plaisir au roi de France. Mais lui, ici, la première chose qu'il va écrire dans nos archives qu'on peut retrouver, c'est qu'il remercie Dieu de l'abondance de l'eau. Et là, mesdames et messieurs, ils nous ont ramené de la chantilly. Et du coup, Philippe, le pauvre, ils se sont relayés. Moi, j'ai même pas porté le plateau parce que je suis une merde. Mais regardez, parce que c'est vrai que la chantilly, ça. Mais pas n'importe laquelle. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux nous présenter qui a fait la chantilly? Qui a fait la chantilly, Philippe? Hervé. Il fait partie de quelle membre de la confrérie? confrérie des Chevaliers Fouetteurs. Mesdames et messieurs, il s'appelle les Chevaliers Fouetteurs. Non, nous ne sommes pas dans une soirée que Gilles aurait pu fréquenter. Quoi? C'est toi, là. C'est grave un gars qui se fait fouetter, toi. Ok, Allez, ok. on va essayer. Allez, goûtez la crème. Non, chantilly. teste, je teste. Non, mais vous pouvez pas venir à Chantilly sans goûter la crème. Ok, non, je bien teste, sûr. je teste. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon. Oui, C'est vraiment bon. En vrai, c'est vraiment bon. excellente. Et c'est Oh, ouais. très chiant à faire la crème chantilly. Hein. On est où, Philippe? Donc là, on est rentré dans la cour du château de Chantilly, qui est une place. C'est une des très grandes seigneuries de l'Île-de-France. Donc on est ici dans le Valois, une partie de la Picardie. Et donc nous pénétrons ici dans ce qui était l'ancienne place forte. Non, mais en fait, c'est une des très grandes seigneuries d'une famille qui s'appelle Le Bouteiller de Senlis. Le bouteiller, en fait, non mais le nom de la famille vient en fait de la fonction. Il est bouteiller du roi, c'est-à-dire celui qui verse la bouteille. Attends, son nom de famille et par rapport à sa profession? Oui. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de ça, non? Oui, là on est au XIIe siècle, donc Comme les charpentiers, machin et tout. ouais. Ouais. Ce qui est assez exceptionnel ici, c'est que cette famille va devoir vendre le domaine en 1386 et que dès lors, ça s'est toujours transmis par héritage. Oh, c'est beau! Ah ouais. Ça, c'est beau. Wow. Ah non, vas-y. Fais le mec qui surréagit pas maintenant, regarde. C'est pas beau, ça? Déjà, Mais tu non, mais ris dans en ce plus, boulot. il y a toute la lumière là, comme ça sur C'est incroyable. les sculptures. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Ben, ça montre aussi, donc on est dans la chapelle privée du château, et ça montre aussi une des choses qui justifie la noblesse, l'aristocratie, c'est la valeur morale, la garantie morale, et donc les familles ont leur chapelle pour venir prier. En fait, il faut savoir qu'à la Révolution, ça avait beaucoup souffert ici, et que le château a été vendu pierre par pierre, enfin il y a toute une partie qui a été vendue pierre par pierre par des entrepreneurs, et donc tout ça s'est été refait ensuite au 19e. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Après, les choses qui sont assez exceptionnelles ici, c'est les boiseries, les décors des boiseries, parce que ça aussi, ça vient du château des Coins. Et du coup, c'est d'époque. Elles ont été, Tout est alors, d'époque. Elles ont été rénovées, j'imagine. Mais... Alors que ce soit restauré, oui. Mais en tout cas, c'est de la marqueterie, de marqueterie de bois d'époque qui a été déposée ici. Moi, j'avoue que c'est comme une folie. Réinstallée dans la chapelle. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cet endroit, mais tu vas nous emmener où là, maintenant? Est-ce qu'on finit? Alors maintenant, on va aller dans la partie la plus récente, celle qui a été refaite par le dernier propriétaire, le duc d'Aumale, Ok. Qui était un des plus grands collectionneurs de France. Enfin, qui a acheté des très très grosses collections, et donc on va voir de la peinture. Donc là, on est dans la partie qui a été reconstruite, qui avait été entièrement démontée à la Révolution. En fait, ce qui se passe à la Révolution, c'est que le château appartient au prince de Condé. Le prince de Condé, duc de Bourbon, c'est lui aussi, il est proche de la famille royale. Ok. Et donc lui, le 15 juillet 1789, après la prise de la Bastille, vient à Versailles pour voir son cousin, Louis XVI, pour essayer de savoir quelle va être la position du roi par rapport à la Révolution. Et il se rend compte que son cousin n'est pas
suffisamment, disons, il ne témoigne pas une volonté de mettre fin à la Révolution. Et donc le prince de Condé décide de quitter la France. Donc il va partir le 17 juillet 1789 et il prend la route de l'exil. Donc il laisse sa propriété complètement, sans surveillance. Elle n'a pas été tellement endommagée jusqu'à 1792, la fin de la monarchie. Le peuple vote la fin de la monarchie. Et à partir de là, les biens sont saisis et vendus. Okay. Donc tout le parc que vous avez vu, ça a été reconstitué. Ah oui, ok, c'est après la Révolution, parce que ça avait été entièrement démantelé. Et même chose pour le château. Donc ici, il y avait un château qui datait du XVIIIe siècle, qui a été démonté, pierre par pierre, et vendu. Okay. Et donc, après la Révolution, il a fallu reconstruire un château. Et donc c'est le dernier propriétaire, le duc d'Aumale, qui décide de reconstruire ici cette partie-là. J'aime beaucoup cette salle. Ouais, je la trouve cool. Ça, c'est pas des peintures, c'est des tapis et tout. Ça sont des tapisseries. Ouais, c'est ça, ouais. T'en penses quoi de ça, Philippe, toi? De quoi? J'aime bien demander l'avis à Philippe à chaque fois. T'en penses quoi de la salle? Là, cette salle. De manière générale. Moi, je trouve qu'elle est hyper impressionnante, non, cette salle. Alors, en plus, moi, j'adore les tables. Là, tu as un surtout de table avec donc, tous ces éléments qui permettaient de présenter la nourriture avant de la servir. Après, tu as un très beau service. Manche de corne, enfin, c'est quand même assez beau. Et là, c'est la galerie de peinture qu'il a fait construire. Bah attends, mais c'est pas ce bon vieux Nicolas Poussin? Ouais. Attends. Bah quoi? Pourquoi tu rigoles? Bah c'est Nicolas Poussin. Bah désolé de travailler une émission, désolé de bosser Question pour un champion, bah il faut s'excuser maintenant. Hein. On reconnaît Nicolas Poussin sur un tableau, et toute la régie se moque de. Non, par contre, on peut regarder celui-là de Nicolas Poussin. Ah celui-là je le connais pas, pardon. C'est une des œuvres les plus, pas les plus connues de Poussin. Poussin, il est plus connu pour ce que tu viens de me montrer, oui. Les paysages dans lesquels il rajoute une scène mythologique en général. Mais ça, c'est un épisode de la Bible. Ça me régale, Gilles, il en prend plein la tête, il fait comme ça. C'est ouf, hein. Ça me régale. Encore une fois, c'est quand le duc d'Aumale, en 1884, fait sur son testament donation, il va mourir plus tard, mais il a pris une décision en 1884 de donner sa propriété en l'état et de demander à ce qu'une fois qu'il meurt, rien ne soit changé. Ce type d'accrochage où il y a des tableaux partout, ça n'existe pas. C'était comme ça. Ah oui, oui, parce que ça n'existe pas. Et oui, on ne le refait pas comme ça aujourd'hui. Bah ouais. Je vais te montrer peut-être Fromentin. Bon, ça, c'est plus ma sensibilité à moi. Philippe, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui a un peu du mal parfois avec la couleur. C'est-à-dire que tu aimes bien les tons un peu monochromes. Si c'est lui, c'est un que j'ai préféré en arrivant aussi, Orban. C'est vrai? Oui, vraiment, je te jure. Mais c'est vrai qu'il est très très beau, j'aime beaucoup. Alors parce que déjà Fromentin, c'est un artiste qui est assez, qui moi m'a fasciné parce que je l'ai lu. En fait, lui part en Algérie quand l'Algérie, après qu'elle ait été colonisée par la France, et donc il va tomber complètement amoureux du pays et il va faire partie des artistes orientalistes qui représentent des scènes qu'il a vues en Algérie. Il va même écrire un livre qui s'appelle Une année dans le Sahel, où il parle de son expérience à lui. Il traverse la Mitidja, puis après il descend encore au sud, etc. Okay. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport affectif avec son sujet. Et ça, c'est peut-être aussi assez nouveau, en tout cas quelqu'un qui assume d'aimer quelque chose et de le peindre. D'accord, ok. Et là, donc, c'est de l'orientalisme, donc c'est aussi inscrit dans les codes de l'académisme. Mais quand même, ce qu'il représente ici, c'est des choses telles qu'il a pu les voir. En termes de lumière, ça me fait beaucoup penser à Turner. C'est en fait, non, pas Tina, oui. En fait, Turner, c'est l'un de mes peintres préférés parce que c'est un peintre qui a inventé la lumière avant tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois ces tableaux, j'ai l'impression qu'il a un filtre Insta, genre un filtre Instagram avec énormément de lumière parce que du coup, c'est très très beau. Et là, tu vois le ciel que tu vois. Et je pense que c'est ça qui t'a un peu attiré l'œil, tu sais, genre le fait que c'est. Et en fait, c'est la lumière et la lumière dans la peinture, c'est tellement dur à faire que lorsque tu vois, j'avoue que Fromentin, c'est beau. Je connaissais pas du tout. Et là, c'est plutôt un ciel tel qu'on pourrait le trouver dans la peinture hollandaise, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. Plus penser à ça ou à Boudin à la rigueur, tu vois. Et juste là, on a un portrait de Marie-Antoinette. Il est connu celui-là. Oh mais oui. Oh, me dis pas que c'est ce bon vieux François Hubert. Si. Oh, il est toujours là. Je te le jure, la carrière de Drouet, c'est pas de Marie-Antoinette, je vais le dire. Quasiment, ouais. Je vais le dire, c'est sa carrière, il aime trop ça. Raphaël, c'est un peintre italien de la Renaissance. Il est un peu plus jeune, il arrive en fait après les grands maîtres, Michel-Ange et Léonard de Vinci. Ok.
Et en France, il est extrêmement important parce que les peintres français, l'Académie royale de peinture au XVIIe siècle décrète que c'est lui en fait qu'il faut suivre. C'est lui le modèle. C'est pas Léonard, c'est pas Botticelli, etc. C'est lui parce qu'il a un dessin extrêmement précis, très clair. Ouais, c'est très détaillé. C'est très détaillé et que ce dessin qu'on arrive à lire, qu'on arrive à comprendre, sert en fait le message moral de la peinture. Donc là, c'est une Vierge à l'enfant. On voit donc l'auréole de la Vierge qui la distingue. Et donc elle joue avec un voile au-dessus du Christ, qui est aussi une façon de rappeler que le Christ ira au tombeau, c'est l'évocation du linceul, et qu'il se sacrifiera à la fin de sa vie, etc. Donc il cache un message religieux, mais dans une scène d'une mère et son enfant. J'aime bien, j'avoue que la collection est vraiment belle, genre c'est vraiment beau. Je pense que c'est tellement varié. Il y a forcément un truc qui ah oui, il y a forcément un truc qui t'arrête. Ouais, mais j'avoue que c'est hyper particulier parce que c'est assez peu connu, je trouve, dans l'imaginaire commun qu'il y a autant de tableaux à Chantilly. C'est une des plus grosses collections de France. Ouais. C'est un des plus grands musées de peinture en France. Je n'ai pas pensé du tout. C'est ça. Mais en fait, quand tu parles du château de Chantilly, tu penses pas vraiment. En fait, tu penses au chevalier fouetteur. Et donc là, c'est en fait la salle dite de la Smala, donc qui rappelle cet attachement du duc d'Aumale à l'Algérie, avec ce tableau, donc qui est la reddition de l'émir Abdelkader. En toute franchise. Ça, c'est quand ils les ont arrêtés ? En fait, il accepte de se rendre. Parce que le duc d'Aumale lui assure qu'il pourra vivre librement en Palestine. Et donc, l'émir accepte de se rendre et d'arrêter de combattre contre la France. Sauf que la France ne tiendra pas sa parole et qu'il sera emprisonné à Amboise, où il est mort. Et donc, il y a la tombe de l'émir Abdelkader en Val-de-Loire aujourd'hui. Wow. J'adore les murs rouges, moi, comme ça. Ça, c'est très typique de l'époque. Ouais, j'aime beaucoup ça. T'aimes bien les ambiences un peu lumière rouge et tout, tard le soir ? Vous savez comment tu fais tout, rapporte tout à ça ? Non, mais c'est magnifique. Très beau plafond. Au marbre. Je crois que le Ouais. plafond est du marbre, non? Ça a d'être très marbré, ça. En fait, tout en haut, c'est les propriétés ou les endroits importants où a vécu le duc d'Aumale. Ah bah, Écouen. Et ce fameux château d'Écouen. Voilà. Alors, cette pièce-là, elle recrée une pièce qui est au musée des Offices à Florence, où les Médicis avaient fait construire cette tribune dans laquelle ils mettent tous leurs chefs-d'œuvre, et notamment la Vénus Médicis, qui est une Vénus antique très célèbre. Donc là, il y a, en fait, moi, celui que je vais vous montrer ici, c'est celui-là. C'est le portrait de Molière par Pierre Mignard. Il n'y a que 2 portraits de Molière connus, portraits avérés. Ils sont tous les 2 faits par Pierre Mignard, parce qu'ils se rencontrent en Avignon. Toujours. Molière a dû quitter Paris. Et donc, il engage sa troupe dans une tournée en France et il arrive en Avignon. Et logiquement, ce qu'on fait quand on est une troupe de théâtre, on cherche un jeu de paume. Donc, c'est l'ancêtre du tennis, et donc ce sont des grandes salles qui permettent d'avoir une scène et d'avoir une salle pour les spectateurs. Et il n'a pas trop le choix, il n'y a que 2 jeux de paume en Avignon à cette époque-là, dont un est loué en partie par Mignard. Il en a fait son atelier. Et donc, ils vont se partager les lieux. Une partie du jeu de paume va être le théâtre et l'autre va rester l'atelier. Et pendant les 6 mois que Molière passe en Avignon, ils vont se lier d'amitié, enfin c'est en tout cas ce qu'on dit, à tel point que Mignard va faire le portrait de Molière. Bon, là, il y a encore des vitrines de porcelaine. Tu te doutes bien que je prends sur moi pour ne pas en parler. Non, mais en fait, les plats hispano-mauresques, ça, c'est des techniques qui sont assez dingues, en fait. Parce que quand tu les regardes, tu as l'impression que c'est du métal, alors que tout est de la céramique. C'est vrai quand tu as du métal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu dis pas ça pour me faire Non, là, pour le coup, je n'étais même pas dans la vanne. Non, c'est vrai. Vraiment, ouais. Mais parce qu'en fait, c'est une dernière couche, un dernier engobe qui est fait avec des oxydes de métaux. Et quand on va les cuire, ça va, c'est ça. Ouais. Ça va faire un peu, ça va déposer l'oxyde de métal et donner l'impression que c'est en métal. Oui, même là-bas, on dirait que c'est. Et ça, c'est assez fou. Ouais, ça c'est vraiment les techniques très typiques du sud de l'Espagne, faites à la fin de l'époque mauresque, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, et après ça va être repris par les Espagnols. Ils reprennent les savoir-faire des Arabes en fait. Donc là on est dans la partie la plus ancienne du château. Wow. Cette partie-là a été construite par Jean Bulan au XVIe siècle. Et l'intérieur a été complètement refait au XVIIIe siècle. Ça servait à quoi cette salle-là? Alors ça, à l'origine, c'était la chambre, la grande chambre du prince de Condé. Mais il faut imaginer qu'il y avait une alcôve, donc un espace dans lequel il y avait son lit, mais ça a été complètement bouché. Et aujourd'hui, on a 2 meubles exceptionnels, les 2 commodes qui sont là, et celle du fond provient de la chambre de Louis XVI à Versailles. Et après, en termes de technique, c'est Riesner, qui est le grand ébéniste
de l'époque de fin Louis XV, et époque Louis XVI, qui fait que du travail de marqueterie de bois. On a vu ça dans la chapelle. Mais donc, c'est uniquement des pièces de bois naturelles. Ils ne sont pas teints. Ils n'utilisent que les couleurs naturelles du bois pour avoir des motifs. Le château de Chantilly a organisé cette exposition sur Boulle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Boulle. L'école Boulle. Les meubles, ouais. Alors l'école Boulle tire son nom d'un ébéniste, de quelqu'un qui faisait des meubles pour Louis XIV. Et donc c'est ce qu'on va aller voir dans l'exposition. Alors juste avant, il y a cette première salle qui vous montre ce que c'est que le travail de Boulle, qui faisait de l'incrustation de plaques métalliques. Donc c'est soit du cuivre doré, soit du laiton. Ça, c'est du jamais vu. Dans du bois d'ébène ou dans de l'écaille de tortue. Il n'y a pas un truc qui vous interpelle? C'est la même chose. Là, non, le décor sur les murs, là. Les peintures. En fait, ici, on est dans ce qu'on appelle la grande singerie. Oui, c'est des singes partout, là. Ouais, il y a des singes partout. Oui, mais en J'avais fait, peur de dire je disais rien. Mais non, J'ai tellement peur de dire un truc. moi, je fais peur. C'est des singes mêlés au thème de la chinoiserie. Donc ça, c'est vraiment très typique de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Enfin, plutôt milieu XVIIIe, parce que celles-ci, elles doivent être de 1735 ou 37. Mais c'est ce thème du singe qui est là pour évoquer les activités des hommes. C'est une façon de se représenter nous-mêmes, mais à travers l'animal. Et puis mêlé ici au thème chinois. Il se trouve qu'ici, le prince de Condé, à l'époque où la maison appartient à la famille de Condé, adore tout ce qui est oriental. Et il va avoir notamment une manufacture de porcelaine, une technique chinoise à la base, et une manufacture d'indienne. Donc ce sont des toiles qui sont imprimées à la manière des toiles indiennes, enfin des toiles plutôt d'Extrême-Orient. Et donc là, on a cette galerie qui est une galerie des batailles. Ça raconte en fait les batailles de celui qu'on appelait le Grand Condé, qui était le cousin de Louis XIV. Toujours là. En fait, ils sont cousins par leur grand-père. Et Condé va commencer par défendre le trône de Louis XIV. Quand Louis XIV arrive au pouvoir, il a 5 ans. Et certains des aristocrates veulent détrôner Louis XIV. Et donc Condé, le cousin, va commencer par le défendre. Et il va gagner cette bataille, la bataille de Rocroi, qui est représentée ici, où il repousse les armées de l'Espagne. Sauf qu'il va finir par changer son fusil d'épaule. Condé, il sent qu'il peut tirer parti de cette rébellion pour venir sur le trône à la place de son cousin. Et donc il va rentrer dans une lutte contre le maréchal de Louis XIV, Turenne, et il finira donc par être expulsé de France. Et donc maintenant, là on a ces fameux meubles Boulle. C'est Boulle toujours. Donc Boulle, il devient ébéniste officiel de Louis XIV en 1677. Et puisqu'il est officiel, il va avoir un atelier au Louvre. Donc c'est là qu'il réalise ces meubles. Où allons-nous? On va voir une bibliothèque. Une bibliothèque, j'adore les livres. Donc là, c'est la bibliothèque du duc d'Aumale, qui constitue cette collection, avec beaucoup de manuscrits, et dont un manuscrit, donc peut-être le livre le plus connu au monde, le manuscrit le plus beau du monde. Et donc, je voudrais qu'on aille dans une autre bibliothèque où le conservateur en chef va pouvoir t'en parler. On est d'accord que là, on va aller dans un endroit qui est interdit au public. C'est un endroit qui n'est jamais accessible. C'est jamais accessible, donc mesdames et messieurs, vous allez voir des images qui ne sont entre guillemets pas possibles. C'est presque cinématographique. Ah, c'est très cinématographique, franchement. Philippe, qui tu nous as ramené? Le directeur la personne qui nous accueille. Rien que ça. Rien que ça. Bonjour, enchanté. Directeur du musée. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir dans cet endroit qui est très spécial, qu'on n'ouvre jamais au public. Ouais, du coup, c'est que pour nous. Enfin, et pour les gens qui regardent, parce que il y a plus de 12 000 personnes qui regardent, donc c'est le public. Mais ouais, c'est quand même très beau. Un peu plus pour nous. C'est un endroit très fragile où vous avez beaucoup de dessins, de manuscrits, de livres. Donc c'est quasiment une réserve et on est ravis de vous montrer tout ça. Donc on est un peu privilégiés ce soir. Et donc je vous ai sorti notamment ici un livre exceptionnel. Peut-être que vous connaissez Les Très riches heures du duc de Berry. C'est le manuscrit le plus célèbre au monde. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'heures. Alors ça, c'est la copie parce qu'il est en restauration, l'original. Ah ouais. C'est un livre de prières de la fin du Moyen-Âge. On est à la fin du Moyen-Âge, au début du XVe siècle. C'est ce personnage qui s'appelle le duc de Berry, qui est le frère du roi, qui est un immense... C'est une image qui est extrêmement connue, qu'on voit très souvent lorsqu'on pense aux livres représentations. d'histoire, etc. Et en fait, chaque mois de l'année,
et accompagné d'une enluminure. Et c'est un manuscrit très très célèbre. Par exemple, ici, vous avez la première fois qu'on représente de la neige dans une enluminure. C'est le mois de février. De la neige, Voilà. Et ça, c'est très très tôt. Et le plus célèbre, peut-être, selon moi. Alors là, vous avez, c'est octobre. Et là, vous avez le Louvre qui avant la pyramide. Hein, je connais cet endroit. Voilà, vous êtes déjà allé. Hein. Compris, tu as fait le Louvre. Et alors, voici le mois le plus célèbre, peut-être. C'est le château de Saumur qui a inspiré Walt Disney. Pourquoi ? Pour le château de la Belle au Bois dormant. Ah oui, putain, exactement. Oui, c'est vrai que c'est vrai que oui, si on montre ça, on a vraiment l'impression que et en plus, lien avec Chantilly et le musée du cheval à Saumur. En ce moment, il est en restauration, je vous le disais, parce qu'il n'est pas en bon état. Et l'année prochaine, on prépare une énorme exposition là-dessus, où il y aura une centaine de prêts, et surtout, on va dérelier. Parce que c'est frustrant de voir un manuscrit en exposition, on voit que 2 pages. Ouais. Donc on va dérelier tout le début et on va montrer comme des dessins toutes les enluminures du calendrier. Par contre, ça va être historique. Le travail de conservation, ça fait des années qu'on le prépare. Oui, ça doit être avec des restauratrices. Wow. Mais en fait, je vous ai présenté aussi 2 manuscrits là originaux, parce que ça, ce manuscrit, il est mythique. Oui, c'est facsimilé. On dit que c'est plus dur de voir les traits réguliers du duc de Berry que le président des États-Unis ou le pape. Et je le confirme. Donc l'année prochaine, vous reviendrez en 2025, entre juin et octobre, et tout le monde pourra voir le vrai manuscrit. Okay. Donc ça va être historique. Voilà. Et alors on a 2 autres manuscrits là qui sont vrais, que je vous ai sortis. Donc je vais mettre les gants parce que ce sont des vrais et pas une copie comme juste à côté. On est vers 1400. Donc ces manuscrits, ils ont plus de 600 ans. Okay. Ils sont faits sur parchemin, hein, donc c'est de la peau de veau, de mouton. Et donc ils sont de grande taille. Hein, et donc ils ont appartenu au même personnage qui s'appelle le duc de Berry, qui est un duc très très collectionneur. Et donc approchez-vous, vous verrez, on a toutes ces enluminures incroyables. Ça, c'est un manuscrit un peu encyclopédique. C'est le livre des propriétés des choses. Ça veut dire que c'était un manuscrit où on parlait un peu de tout le savoir qu'on avait accumulé. Et à l'intérieur, il y a des centaines et centaines de pages. Mais par contre, le nombre de pages, c'est abusé. Ouais, c'est en fait, il faut se dire que là, il y a quasiment un troupeau de bêtes pour créer un livre. C'est en français. Hein. Le nom de l'ouvrage ça s'appelle le livre des propriétés des choses. Donc, c'est une encyclopédie, en fait, grosso modo, par un écrivain qui s'appelle Barthélemy Langlais. Et donc ça, c'est des manuscrits très célèbres qui ont 600 ans. Et à côté, toujours du duc de Berry. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que la première page, vous avez sa signature. Il s'appelle Jean, donc Jehan. Et il est marqué « Ce livre est au duc de Berry, Jehan ». Et en fait, c'est ces 4 secrétaires en 1403 qui sont cotisés pour lui offrir un manuscrit. Et ils lui ont offert pour la nouvelle année 1404. C'est le cadeau d'étrenne qu'on appelle. Et à l'intérieur... donc on a toujours la même décoration sur les bordures, les lettrines. Donc ça, c'est un livre plutôt de philosophie. Aristote, c'est plutôt un livre savant. Et là, il y a toutes des enluminures. C'est vraiment beau. Qui sont assez incroyables. Et là, c'est plutôt en grisaille. Il y a assez peu de couleurs. Donc c'est une sorte de mode à l'époque qui ressemble plus à du dessin. Et l'enlumineur, on ne connaît pas son nom. On connaît un autre manuscrit qu'il a peint et il s'appelle le Maître de la Mort. Je trouve ça assez politique. C'est un peu dark. Et en fait, il n'a pas été commandé par les secrétaires. Il a été acheté par le secrétaire auprès du neveu du duc de Berry qui s'appelle le duc d'Orléans. Et donc là, on a les armes du duc d'Orléans. Merci infiniment de pouvoir montrer ça. J'avoue que c'est des images qui sont très très rares et qui... c'est fermé au public, ça j'avoue que c'est une chance incroyable qu'on a généralement lorsqu'on fait des visites dans des lieux comme ça. Philippe, fin de la visite, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc là on va voir les petits appartements du duc et de la duchesse d'Aumale. C'est donc ce goût d'un collectionneur qui va recréer un environnement d'ancien régime, un environnement d'avant la Révolution. Et on va voir ça à l'intérieur. Et donc c'est là que le duc et la duchesse d'Aumale habitent. Donc c'est la partie privée. C'est pas une partie pour recevoir, c'est une partie pour habiter. C'est leurs appartements en quelque sorte. Quoi. Exactement. C'est les standards d'esthétique qu'on a aujourd'hui. Ça, tu me montres une chambre comme ça. Un peu chic à Paris. C'est ça, dans un hôtel un peu chic ou dans dans des endroits que Gilles a l'habitude de fréquenter, c'est quand même assez. À l'appel. C'est quand même assez usuel, quoi. Mon petit plaisir quand je suis rentré là, c'est la dentelle. Ah ouais, ça t'aimes bien la dentelle? En fait, non, mais parce que je pense que c'est la dentelle de Chantilly. Que c'est un des savoir-faire de cette ville.
Si je ne me trompe pas, il n'y en a plus de fait ici à Chantilly. Maintenant, les seuls qui savent la faire sont plus au nord en France. Okay. Mais c'était une des techniques qui était connue à Chantilly, la dentelle. C'est vrai que Chantilly, c'est comme une ville qui a un patrimoine historique et culturel qui est assez ouf. Quoi. Et finalement technique, la crème Chantilly, la dentelle. Ouais, tout est technique de ouf. Ouais. Par exemple, quand tu regardes ces chaises, on voit que ça rappelle le mobilier de style Louis XV. Sauf que tu peux dire tout de suite que ce n'est pas du Louis XV parce que ici, tu as du confort, un confort qui n'existe pas à l'époque de Louis XV. C'est vrai que c'est hyper molletonné. Ouais, quand même. En fait, c'est capitonné. Ouais, on appelle ça c'est ce qu'on appelle les capitons. Donc, c'est ces points qu'on fait et qui vont donc donner du rebond, en fait. Et ça, c'est vraiment typique du 19e. C'est la question du confort. Ces appartements, ils sont pas là, on n'est pas là pour parader, on est là pour être bien de ouf. Ouais, exactement. Ouais, surtout que c'est très privé comme endroit. Là, ici, c'est très privé. Alors ça, C'est joli. couleur grenat, j'ai envie de dire. Les murs Alors, violets comme couleur ça. violet, mais parce que c'était l'ancienne chambre de la duchesse d'Aumale. Et quand elle décède, on remplace le tissu vert par du tissu violet, qui est la couleur du deuil. Ah, c'est la Une couleur du deuil. Ouais. C'est poétique de se dire ça, parce que tu sais, la couleur violet, c'était aussi la couleur qui était la plus chère en termes de teinture. Ouais. Et là, on a au mur des pastels, dont celui qui est tout à fait à gauche, qui a été fait par une femme italienne, Rosalba Carriera, qui est celle c'est une italienne qui est invitée en 1720 par l'Académie de l'Académie de peinture pour présenter sa technique du pastel. Et c'est elle qui va introduire la mode du pastel finalement au XVIIIe siècle en France. Okay. Ouais. Et là, donc, on arrive dans la chambre du duc d'Aumale, chambre qui est connue pour ce bureau à cylindre. Waouh, ah oui. Ouais. Le bureau est fou. Ouais. Le bureau est fou. Ils ont tout mis dans le bureau. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. En fait, ils ont tout mis dans le bureau. Tu as complètement raison parce que le bureau est massif, hyper Et impressionnant. le reste, le lit. Ouais, puis après, tout est. Parce que c'est un lit militaire. J'ai l'impression que j'ai lu que des retours assez incroyables. Il y a eu très peu de soucis et tout. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment bien. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un super C'était pas moment. trop long. Non, Mais c'est vrai, t'avais l'air. Au début, j'étais en mode, ouais, ok, on va dans ce Et puis, plus on avançait, plus je faisais, ah oui, ok, putain, ah ouais. J'ai été surpris de l'ampleur du truc. C'est je crois, le premier château que je visite, je crois. Ah ouais? Peut-être quand j'étais tout petit en primaire, j'avais dû faire une visite de Versailles un petit peu. Mais là, en plus, dans ce cadre-là, vraiment que nous, tout seuls, machin. Non, Ouais. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Mais tu vois, par exemple, Versailles, on l'a fait ensemble. Versailles, c'est vrai que tu rentres dans un musée. Enfin, clairement, il n'y a pas de mobilier. Oui, là, ça fait vraiment très personnel. Ouais. J'ai l'impression d'être chez quelqu'un des fois. Ouais. Genre, c'est très spécial. Ça s'était laissé tel qu'il est mort en 1897. Le duc d'Aumale laisse les choses en l'état et rien n'a été touché depuis. En vrai, je suis trop content parce qu'en fait, on fait ça depuis extrêmement longtemps. Ça fait presque depuis 2 ans qu'on fait ça sans strictement aucun sponsor. On le fait juste de ma poche et par bonheur. Parce qu'en fait, j'aime trop faire ça parce que je trouve que c'est hyper important quand on est dans une génération où il y a plein de gens qui considèrent les monuments historiques ou les lieux comme étant des visites chiantes, alors qu'en vrai, il faut bien comprendre que tu as juste besoin d'avoir quelqu'un d'habité comme Philippe. En fait, je pense qu'il faut être bien accompagné. C'est ça, il faut être vraiment bien accompagné. Et du coup, le fait de pouvoir le montrer en live et gratuit pour les gens, c'est quand même très très cool. Mais on remercie aussi les musées qui jouent le jeu, hein, les châteaux de Chantilly qui ont été incroyables. Hein, n'hésitez pas à les suivre sur leur réseau. Et l'Institut de France qui est propriétaire des lieux. Très bonne soirée, n'hésitez pas à suivre. suivre. Merci à toi pour l'invite. Merci à Philippe, très belle rencontre. Et merci à vous d'avoir regardé, d'avoir kiffé. Et franchement, voilà, n'hésitez pas à suivre tout le monde, n'hésitez pas à suivre Gilcy, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Et je restreindrai peut-être à nous suivre. N'hésitez pas, vous me retrouvez en stream peut-être dans 6 mois et puis voilà, grand respect. Bravo. Ciao.